T'es prêt ou pas? Toujours prêt. Bon alors qu'est-ce qu'on fait? On va Alors. où? Qu'est-ce qui se passe? Alors on va, là c'est dans l'Est, un territoire qui a connu une bonne désindustrialisation puisqu'il y avait un gros coin textile un peu comme la Somme. On voit General Electric et Alstom à Belfort. Ok. On va au musée de l'image aussi aujourd'hui, pour être moins con, tu vois. On va jouer au foot, ça je sais, j'ai mes crampons dans mon sac. On va rencontrer Antoine Deltour qui est un lanceur d'alerte sur le Luxembourg, parce que c'est pas loin. C'est sans doute la liberté. On est à Épinal, dans le parc du Cours, qui peut-être un jour s'appellera le parc Deltour. C'est un héros quelque part. Est-ce que tu peux nous dire qui tu étais en 2008 avant d'entrer chez PricewaterhouseCoopers, c'est ça qu'on dit? PricewaterhouseCoopers, faudra travailler l'accent français. Donc je travaillais dans un cabinet d'audit et en allant là-bas, je savais très bien que la prospérité du Luxembourg reposait en grande partie sur la fiscalité très attractive du pays. Les dispositions fiscales au Luxembourg autorisaient des taux d'imposition effectif vraiment extrêmement proche de zéro. Moi j'ai vu en tant qu'auditeur des cas de 2-3% et après les journalistes qui ont enquêté sur les documents que j'ai sortis, ils ont sorti des cas à 0,015%. Antoine Deltour, il est poursuivi par le Luxembourg pour avoir livré à un journaliste des documents ultra confidentiels. Sans ces documents, l'affaire LuxLeaks n'aurait jamais éclaté. En Europe, à peu près aucune multinationale ne paie vraiment le montant d'impôt qu'il devrait. C'est les boîtes en fait dont on consomme les produits tous les jours. C'est Ikea, McDo, Apple, Volkswagen, voilà, toutes ces boîtes-là. Toutes les multinationales ont ce même genre de pratique. C'est le marché qui veut ça. Il y a une pression concurrentielle. Si moi je vends des voitures et que mon concurrent arrive à ne pas payer d'impôt sur les bénéfices qu'il fait, si moi je ne fais pas comme lui, j'y perds. Dernier jour de travail, j'ai trouvé un dossier qui n'était pas protégé sur le réseau de l'entreprise. C'est l'administration fiscale luxembourgeoise qui approuvait ces pratiques fiscalement extrêmement agressives des multinationales. Ils disaient ok, vous ne payez pas d'impôts et nous ça nous va très bien. Et donc j'ai copié ces gigaoctets de données extrêmement confidentielles. J'ai sorti ces documents-là qui étaient hyper sensibles. Ça fait 2-3 articles surtout au Luxembourg et il n'y a pas eu tellement de réaction politique derrière. Et là, un beau jour, j'ai un appel du commissariat d'Épinal, 2 ans après l'émission et donc 4 ans après que j'ai copié les fichiers. Je comprends que je risque 10 ans, jusqu'à 10 ans de prison, 1 300 000 € d'amende. Est-ce que tu sais si le patron d'Ikea, de McDo, de Volkswagen, ils ont eu les gendarmes au cul et ainsi de suite? Non, il y a eu une asymétrie vraiment flagrante. PricewaterhouseCoopers, eux, l'affaire, ça leur a rapporté des nouveaux clients. Il y a d'autres multinationales qui n'étaient pas encore clients, parce qu'ils ne connaissaient pas bien les pratiques fiscales permises par le Luxembourg, qui se sont dit « Ah tiens, ça m'intéresse » et du coup, ça a ramené du business. Donc en fait, tu as fait la publicité du Luxembourg et de... Voilà, un peu malgré moi, mais c'était pas la publicité que je voulais leur faire. Après, ça a fait aussi une mauvaise pub auprès des institutions européennes. Et donc ça les a poussés à réagir. Et bon, il y a quand même eu quelques avancées réglementaires en matière de fiscalité. Ça a donné un coup d'accélérateur aux réformes vers plus de transparence qu'il y avait déjà pour certaines dans les tuyaux. Et il n'y a quand même pas non plus un soutien très fort de la France. Si on prend juste un exemple, Engie, entreprise à capitaux en partie publics, a été mis en cause par la Commission européenne pour un montage fiscal au Luxembourg déclaré illégal par la Commission européenne. Et voilà, donc. Engie, car le monde change et avec lui, toutes nos énergies. On voit l'embarras de l'État français qui préfère pousser ces champions nationaux dans le jeu de la guerre économique mondiale, on en est là, plutôt que d'introduire une fiscalité juste. Les actionnaires de ces grands groupes et leurs dirigeants se croient au-dessus des lois, grâce notamment au fonctionnement de l'Union européenne qui va pas assez loin en matière fiscale, qui échappe, en fait, qui détourne les ressources fiscales dont on a tous besoin pour payer les hôpitaux, payer les écoles, pour payer les routes. C'est normal qu'ils contribuent à cet effort, ça s'appelle la justice fiscale. Et non, on a une classe de possédants qui est dans l'impunité totale. Est-ce que, normalement, il ne devrait pas y avoir l'État français qui se dise mais vous avez des compétences qui sont énormes en matière de fraude fiscale, mettez-les à notre service pour lutter contre ces multinationales qui partent au Luxembourg. Moi, je t'aurais recruté aux impôts pour que la fraude fiscale ne soit pas tapée seulement sur le boucher du coin, mais aussi sur Ikea, Volkswagen, McDo, Total et compagnie. Il y a besoin de gens de l'intérieur et ils sont d'une valeur extrêmement importante si la puissance publique a encore la prétention de réguler un peu ce que les boîtes font. On a des outils juridiques pour protéger les lanceurs d'alerte, mais après il faut les mettre en application et ça ne se fait pas tout seul.
Bravo, merci pas seulement pour l'entretien, mais merci pour le courage que tu as eu il y a une dizaine d'années et pour avoir tenu le bon dans les tempêtes policières ou judiciaires auxquelles tu n'étais pas forcément préparé, quoi. Donc là c'est musée, après c'est le foot quoi. Ouais, Ça ça va, c'est varié. Ah, c'est une journée complète. On fait Hein. politique un peu, politique économique avec Antoine. On fait de la culture. Parce que tu sais, je veux dire, le monde est tellement désespérant si on le regarde. Et donc il faut trouver des points de fuite. Les fenêtres d'espoir. Tu vois, comme on dit dans un tableau, il faut des points de fuite. Et oui, la culture permet d'imaginer que ça n'a pas toujours été comme ça, que c'est pas toujours comme ça, que ailleurs c'est pas comme ça. Et donc ça offre une espérance, quoi. Est-ce que je peux acheter un truc vite fait pour mes gosses? Espèce, mais pas carte bleue. Bon alors François, tu joues quel poste? Milieu droit, il faut pas le dire. Ah putain, tu tournes. Je suis pas milieu, je suis pas du centre et je suis pas de droite. Alors mais qu'est-ce qui te différencie de Macron qui joue au foot de Ruffin qui joue au foot? Je fais pas semblant. Non mais attends, t'as un truc, son penalty. T'as vu son penalty? Oui, C'est pas possible qu'un gardien arrête pas ça. Tu vois? Donc c'est de la flagornerie sur un terrain de foot. Toi comment tu sais qu'on te laisse pas un peu gagner quand tu joues? Parce que j'aime pas. Je perds 4-2 à Aucourt-sur-Somme. Chaque fois que par le sport, par la culture, par le rire, on trouve le moyen de rallumer de la joie chez les gens, par la joie du foot ou par la joie de... On est tous ensemble, on s'applaudit, on chante, tu vois. La joie est une arme politique aujourd'hui. Oui! Allez, allez, on y va les gars! J'ai tout vu, j'ai tout vu. Allez. Bien joué. Bien joué. Allez, vous êtes en train de prendre l'ascendant là. C'est la tortue sagace. Ah, contre le cours du jeu. Contre le cours du jeu. Allez, fini. Merci monsieur l'arbitre. Tout le monde a bien joué, même si on a perdu ça. C'est le but final. Attends, je fais la mienne, je vais prendre celle de mon frère. T'es sûr? En fait, j'en ai même pas, c'est celle de mon frangin, mon Zagoura. Ah, mais c'est bon, Ah, bah ça va. c'est la mienne là. On partage, on partage. Bon, tiens, vas-y, gars. Bon on peut peut-être monter ça comme une victoire mais pour ton but par contre on peut rien faire. Bon, allez, on va couper la vidéo là. Alors François, beau match, on t'a vu monter au premier poteau, taper les corners. Qu'est-ce qu'il a manqué ce soir, François? Je suis très bon quand j'ai pas la balle, quoi. Je crois qu'on aurait lui filer nos t-shirts de la France Insoumise à l'autre équipe. Ça aurait été plus flatteur quant au résultat, mais voilà. Ok, merci François. Bonne soirée. Bonne nouvelle. Il n'y a pas de... Bon, grand merci à vous. C'est bon, merci. Il n'y a pas de boule, doucement. Alors où est-ce qu'on va François? Tu me fais un petit brief? Là, on va à Belfort. Je suis venu à côté à Sochaux-Montbéliard, Audincourt, tout ça. Donc c'est à 20 bornes d'ici. Mais Belfort, je ne suis jamais venu. Et on va rencontrer les syndicats de Alstom. Donc une partie a été rachetée et bouffée, pire qu'un lion comme prédateur par General Electric.
Lui là derrière, il a braqué Alstom. Est-ce que vous voulez nous faire un tableau de ce qui s'est passé concernant Alstom ? En septembre 2016, ils nous ont annoncé qu'ils voulaient fermer Belfort sous un prétexte toujours le même, c'est-à-dire une mauvaise visibilité, pas d'emploi à terme, etc. En termes de personnel, depuis 10 ans, on a beau dire on embauche, on rentre, etc. Mais sauf que le nombre de personnes qui rentrent ne compense pas ceux qui sortent. On a une perte de savoir-faire dramatique depuis les ateliers jusqu'au bureau. Mais à un moment donné, on avait une centaine quand même d'intérimaires, hein, les ateliers. Aujourd'hui, en soudeur, on ne doit être plus que 17. À une époque, on était 49. Hein. Il y a même plus d'intérimaires encore aujourd'hui. Ça fait une dizaine d'années qu'ils tournent avec que des intérimaires, quoi. Et puis on dégraisse, on ne renouvelle pas les compétences. Les gens qui partent en retraite, ils ne sont pas remplacés. On nous demande de délocaliser des heures d'études et des heures de fab, même pour des fabrications, même pour des locomotives, des tramways ou des trains qui rouleront en France. Avant, ils se cachaient un peu de dire ouais, il faudrait sous-traiter 10% à Bangalore, mais je ne dis pas trop maintenant, ils affichent quoi, ils disent l'objectif affiché c'est 30% à Bangalore. Donc y compris pour les marchés français. Ils n'ont pas fait ce distinguo. Vous sous-traitez 30%. Ça a été 10, après 15, 20, demain ce sera peut-être 40. Hein. Quand Macron a failli venir chez nous, là, on a vu ses conseillers à l'industrie. Et il nous a, on était tous les trois là. Des beaux discours. Ils nous ont fait des beaux discours. Il y a la question, quels moyens d'action vous avez pour forcer les industriels à repartir en Europe. On va dire qu'ils ont été évasifs. Donc, grosso modo, il nous a avoué à demi-mot qu'ils n'avaient pas de moyen d'action. Cette dernière année, le groupe il a rentré énormément de commandes, mais pas pour Belfort. Il y a quand même un carnet de commandes de 4 ans, à hauteur de 80 milliards. Il y a un carnet de commandes qui est plein. Il ne faut pas que Belfort se retrouve au chômage technique. Je dirais que c'est l'étage numéro 1. Étage numéro 2, c'est... il y a des marchés qui sont des marchés nationaux, c'est pas normal qu'il y ait 30% qui soient délocalisés. Sans taxe aux frontières, sans barrières douanières, sans quota d'importation, si on n'utilise pas des outils de la politique commerciale pour amener à une politique industrielle, il n'y aura rien du tout qui se produira. Donc c'est-à-dire que si on ne met pas en adéquation une politique industrielle avec une volonté de ramener un certain nombre de choses en adéquation avec une politique commerciale qui vient dire non, sur ça, on refuse que ça soit 95% voire 99% de produits importés, on est cuit. On paye une élite française qui a eu une pensée, c'est par la banque et c'est par le tourisme qu'on va s'en sortir et que l'industrie c'est has-been et qu'il faut se délester de ça. Et toi, t'es où alors? T'habites à Belfort. Moi, vu que mon père travaillait à Alstom, j'habitais dans les tours blanches là-bas que tu vois en face. C'était des logements qui étaient réservés aux ouvriers d'Alstom. Et ils ont revendu, maintenant c'est l'office HLM qui gère ça. Moi, ma tante a travaillé à Alstom, mon père, mon grand-père. Alstom a vraiment fait vivre Belfort. Ça a Belfort. fait vivre Belfort pendant des années. C'est pour ça qu'on voit maintenant la tournure que ça prend, ça fait mal au cœur pas mal de gens. Quoi. Bon François, tu nous récites ce que tu as lu sur Wikipédia tout à l'heure? En 1870, Belfort résiste à l'envahisseur prussien. Belfort n'est pas conquis par les Allemands. Et donc Bartholdi vient pour faire le lion de Belfort. Du coup, normalement, au départ, le lion, il devait être dans le sens inverse. Il devait avoir la tête qui était dans l'autre sens. C'est-à-dire la tête tournée par là, c'est l'Est, la tête tournée vers l'Allemagne. Et Bismarck a protesté en disant que c'était un geste agressif que de tourner le lion vers l'Allemagne. Donc Bartholdi a retourné son lion, mais il paraît qu'il lui a donné un air dédaigneux en montrant bien qu'il montrait son cul à l'Allemagne. Donc voilà, c'est le symbole de l'indépendance de la France. Ici, on est capable en fait d'installer une centrale nucléaire, charbon, gaz. Ce savoir-faire-là, il va disparaître demain si on ne fait rien. Depuis 7 ans, c'est un nombre d'emplois qui est passé de 20 000 à 11 000. Ils délocalisent les centres de décision, ils délocalisent les brevets, ils délocalisent les profits. Ceux qui sont le plus touchés, c'est plutôt les ingénieurs en fait, puisque actuellement, ce qui est le plus facile à délocaliser, c'est les bureaux d'études, parce qu'il n'y a pas de machines, etc. Donc nous, on délocalise massivement en Inde, au Mexique, en Pologne. Nos vies s'électrifient de plus en plus, les bagnoles, les réseaux sociaux, etc., etc. On a besoin de réseaux cassés, complètement démantelés, inexistants. Le renouvelable, on veut miser sur le renouvelable. Hydraulique, inexistant. On est en sursis.
On est bien là dans une politique de la terre brûlée de la part des États-Unis à travers General Electric. Il faut se dire qu'il y a des piscines qui ont été creusées avec les licenciements de chez Alstom, il y a des villas qui se sont construites, il y a des petits bateaux qui sont à la bolle ou dans les ports du Sud parce qu'il y a eu des versements suite au rachat de Alstom par General Electric. Quand il faudra changer nos réacteurs, on achètera nos réacteurs aux Chinois. Quand il faudra modifier les barrages, on le fera aux Chinois. Quand il faudra faire de l'éolien, on les achètera aux Chinois. On avait tout et on achètera tout. Qu'est-ce qu'on veut produire, où on veut le produire, comment on veut le produire. Et ces questions de base-là, il faut y répondre et pas, que ça ne soit pas laissé seulement au libre jeu du marché et de la concurrence, c'est-à-dire qu'est-ce qui est utile pour le pays et comment on a une politique commerciale qui est cohérente avec la politique industrielle qu'on veut mener. Un exemple, le masque. Macron met effectivement des centaines de millions d'euros pour relancer une production de masques. Il y a des usines qui existaient dans lesquelles on achète des machines toutes neuves. J'en visite une à côté de Montpellier et les gars me disent « Bon, bah, vous savez, on est venu travailler pour vous parce que normalement, la boîte, elle ne tourne pas. » Je dis « Bon, vous avez des machines neuves, elles ne tournent pas. » Non, non, on peut produire 700 000 masques par mois, on en produit 20 000. Ah bon? Comment ça se fait? Parce qu'on continue à importer de Chine. L'État doit dire bah, voilà ce qu'on veut produire et éventuellement donner des moyens à des volontés privées d'avoir des projets sur ce truc-là et de les appuyer, mais ensuite aussi d'avoir une politique commerciale qui soit en adéquation avec la politique industrielle. Sinon, il n'y a rien. Le gouvernement ne dessine pas un chemin pour ça. Je ne crois pas à Macron, hein, je ne crois pas à un mot de lui. Donc voilà, ça c'est un principe de base. Mais quand il dit que déléguer notre souveraineté à d'autres est une folie, puisque ce qu'il a dit dans la crise Covid, je doute qu'on ait un vrai désir de souveraineté, mais que si jamais il y a ça, on les mette dans une contradiction et dire bah, là-bas, vous avez du savoir-faire de quelque chose qui n'est pas encore parti, quels usages vous allez trouver à des gens qui ont envie de faire, quoi. Quand tu vois déjà toutes les boîtes qui sont parties les unes après les autres, ces grandes boîtes-là, elles sont guidées par un seul intérêt, qui n'est pas l'intérêt général, mais qui est un intérêt très particulier, qui est l'intérêt des actionnaires. Bon, sinon, c'est 2 jours, François. Bon, quand même, on a fait un bon mix, parce qu'on a fait de la culture, on est allé au musée de l'image, on a fait du sport, on a fait un foot, on a fait de l'escalade, on est allé voir le Lion de Belfort, on a fait des réunions syndicales, on a vu un lanceur d'alerte. Je pense qu'en 2 jours, c'est déjà pas mal en fait, non? Qu'est-ce que tu fais la prochaine fois que tu reviens ici? J'en sais rien, moi. Je sais pas quand je reviens ici, tu le sais toi? C'est Mélanie qui sait. Non, je sais pas. Le spa qui a manqué. Le spa, il nous manquait le spa. On nous avait promis le spa quand même. C'est vrai que ça, c'est déception, quoi. Quand on te dit il va y avoir le spa, prends ton maillot de bain, et finalement que le maillot de bain il reste sec, il y a problème. Il y a problème. Merci François. Ok, je coupe moi.